bonsoir à toutes et à tous. Juste avant de commencer, j'ai récupéré quelques goodies gRPC, comme ce t-shirt. Donc il y aura un t-shirt, je poserai une petite question à la fin du talk, il y aura un t-shirt à gagner. Il y a des petits porte-clés aussi, je ne sais pas comment les distribuer ou les faire gagner, il y en a une quinzaine. Après il y a des stickers, il devrait y en avoir assez pour tout le monde. Voilà, donc soyez attentifs. Le talk s'appelle API Web moderne avec gRPC. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Florian Bernard, j'ai 34 ans, je suis ingénieur en développement logiciel depuis une dizaine d'années déjà. Et donc principalement du back-end, de l'architecture back-end et du développement en Java Kotlin, mais aussi pas mal d'Android, un peu de front quand j'ai le temps, et ça m'arrive même de faire le café. Je vous en mets 30 secondes, ça c'est pour justifier mon augmentation. Je travaille actuellement chez Open Airlines. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des logiciels pour améliorer les conditions de vie sur la planète et réduire la consommation en carburant des compagnies aériennes. Donc on analyse des millions de vols de plusieurs compagnies et on les aide à réduire leur consommation en carburant et leur rejet en CO2. Et voilà, pour un petit exemple, en 2018, on a économisé l'équivalent de 50 millions d'arbres. Donc, et bien sûr, on recrute. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en parler ou à aller voir sur le site. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de gRPC? Parce que moi, je suis parti d'un constat en tant que développeur sur les API web. Ces 5 dernières années, moi j'ai quasiment travaillé sur tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, il y avait une relation avec une API web. Soit il fallait développer une API web, soit il fallait être client d'une API web. Majoritairement, ces 5 dernières années, on n'utilise que du REST, quasiment, avec du format JSON. Donc c'est bien, et moi en tant que développeur, j'aime bien utiliser les dernières libs, les derniers trucs à la mode. Et du coup, en constatant, ouais, REST c'est bien, le JSON c'est bien, mais ouais, en fait, ça fait déjà 20 ans que ça existe. Bon. Donc c'est déjà, en tant que développeur, déjà utiliser un truc qui a 20 ans, je ne sais pas si ça vous arrive, mais c'est pas commun. Puis le JSON, le REST c'est bien, c'est surtout centré sur les ressources. Donc dès qu'on a des trucs un peu métiers, etc., voilà, ça ne s'adapte pas très bien. Et il y a des spécifications comme Swagger et OpenAPI qui sont arrivées, mais qui sont arrivées pour moi un peu tard, qui sont arrivées en 2015-2017, j'y reviendrai après. Et un des points aussi qui m'embête un peu dans tout ça, c'est le développement et la maintenance du code pour chaque plateforme. J'ai pas mal travaillé aussi dans les applications mobiles. Et à chaque fois, il faut gérer le parsing sur iOS, sur Android, sur le web, il y a des spécificités, etc. Et voilà, et ça, à chaque fois, on répète, j'ai l'impression de répéter à chaque fois sur chaque projet, sur chaque appli, un peu les mêmes gestes, refaire du parsing, etc. Et je trouve ça un peu embêtant. Donc avant de parler de gRPC, je voulais juste retracer, alors selon mon point de vue, un peu l'historique des API web, des frameworks, des technologies qui existent. Donc on va commencer avec Corba. Bien sûr, ne pas confondre avec Cobra, même si on peut faire du Corba en Python. Donc c'est pour Common Object Request Broker Architecture. C'est quelque chose qui avait été créé par un consortium qui s'appelle OMG, pas Oh My God. Dont Sun, Oracle, IBM faisait partie. Ça utilisait un langage de description d'interface où on définissait l'interface et les objets qu'on voulait traiter dans nos méthodes distantes, et ça a généré du code. Alors je crois que la version 1, ça générait que du C, et après il y a eu des générateurs pour Java, pour d'autres langages, peut-être Python sûrement. En 1995, il y a eu un protocole, sur la V2, il y a eu un nouveau protocole basé sur TCP/IP, et la dernière version date de 2012, donc c'est quand même assez récent. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Corba? Je ne m'attendais pas autant. Je savais qu'il y avait des vieux dans la salle, mais... Donc je ne sais pas si c'est toujours utilisé. Moi je ne l'ai jamais utilisé, non. Bon.
En 97, il y a une techno qui s'appelle Java RMI, à ne pas confondre bien sûr avec le revenu mensuel d'insertion, l'ancêtre du RSA. Je ne parle pas de l'algorithme de chiffrement. RMI pour Remote Method Invocation, c'est apparu dans la version de Java 1.1. Qui a utilisé 1.1? J'ai utilisé la 1.1. Alors moi j'ai pas utilisé 1.1, mais j'ai déjà fait du RMI. Donc il y a une compatibilité avec Corba, ce qui est cool. Et moi ce que j'aime bien de l'expérience que j'en ai eue, ce qui était pas mal avec RMI, c'est que tout se faisait en Java. On décrit des interfaces, ça génère des implémentations, on se connecte directement, on fait tout en Java. Il n'y a pas de c'est peut-être implicite, mais il n'y a pas forcément de génération de code, etc. Et du coup c'est assez facile à utiliser. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas percé. Je crois que c'est encore un peu utilisé, parce que quand on démarre, par exemple Spring Boot, si vous mettez les logs en debug, vous voyez des trucs RMI. Voilà, c'est cette techno qui est utilisée. En 98, une technologie qui s'appelle SOAP, pas du savon, pour Simple Object Access Protocol. Donc ça c'est plus un protocole d'échange qui est basé sur le format XML et qui est transport agnostique. En fait, c'est vraiment, on décrit un service et des messages qu'avec du XML, et pour transiter des messages, c'est au format XML, il y a des vérifications de schéma, etc. Et on peut le faire transporter sur n'importe quoi, sur du HTTP, SMTP, FTP, sur une file de messages, en pigeon voyageur, ce que vous voulez. Ça fonctionne très bien. C'est qu'en 2003 qu'il y a une version 1.2 qui a été recommandée par le W3C. Ça utilise un contrat de service au format WSDL, pour ceux qui connaissent. Et ce qui était pas mal aussi, c'est qu'il y avait une notion d'annuaire, c'est-à-dire on pouvait publier sur un annuaire nos services, dire ce qu'ils faisaient, et voilà, et on pouvait jouer avec les services qu'on trouvait sur l'annuaire. On pouvait même faire de la composition de services avec le langage Beeple, pour ceux qui connaissent. Il y en a déjà qui ont fait du SOAP, c'est un peu plus récent, ouais. Un peu plus. Ensuite, il y a REST, c'est apparu un peu au début des années 2000, c'est pas la sieste, pour Representational State Transfer. Donc REST, à contrario de SOAP, ça se base pour le transport sur le protocole HTTP et c'est vraiment basé sur les actions du protocole HTTP. Donc POST, GET, PUT, PATCH, DELETE, d'autres. À la base, c'est format agnostique, c'est-à-dire on peut faire du REST en JSON, en XML, en CSV, en ce que vous voulez. C'est normalement automatiquement géré par la négociation HTTP quand on demande le content type. Mais je crois que plus personne fait du XML et du CSV, tout le monde fait du JSON depuis quelques années. Il y a des spécifications qui ont émergé qu'en 2010, donc 10 ans après, avec le projet Swagger, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été repris par SmartBeer, et il y a eu la création de l'Open API Initiative, donc, qui regroupe SmartBeer, Google, IBM et d'autres boîtes. Et ils ont vraiment fait des spécifications ouvertes, et donc la V3 date de 2017. Qui utilise REST? Presque tout le monde. Et enfin, en 2015 est apparu gRPC, on ne va pas confondre avec la GDPR. Donc Google Remote Procedure Call. Donc en fait, ça devait être bien utilisé par Google avant. C'est une technologie qui s'appelle Stubby, qui était utilisée en interne pour faire toute la communication entre leurs microservices. Donc eux, ils sont partis pas de zéro, mais ils ont réinventé quelque chose pour avoir des communications super efficaces. Donc gRPC, qu'est-ce que ça utilise derrière? Ça utilise du HTTP2 pour le transport, et pour les formats de messages, et pour décrire les interfaces, ça utilise protocole buffer. Donc c'est deux technos que je détaillerai après. Donc ça permet du coup de faire des appels de méthodes à distance. Et surtout, ça permet aussi de faire du streaming client, du streaming serveur et du streaming bidirectionnel. Donc ça, c'est pas trop mal. On verra tout à l'heure. Ça fonctionne en fait du coup avec de la génération de code. On décrit dans un format protobuf nos messages et nos services.
Et il y a une espèce de compilateur qui s'appelle Protoc, qui va permettre de générer le code pour plein de langages supportés, à savoir Java, JavaScript, Go, C++, Dart, et après il y a même des gens qui ont fait des compilateurs, enfin des options pour compilateurs pour générer, je crois qu'il y a du Rust, il y a du Ruby, enfin, tout un tas de choses. Grosso modo, l'architecture au niveau d'une application, enfin gRPC, donc c'est du client-serveur, un tuyau HTTP2 et dedans c'est du protocole buffer. Le serveur et le client, bien sûr, ont généré leur code via le protofile qui est le contrat de service qu'on va décrire. Et du coup, là, on met en place quelque chose qui est un peu plus efficace que le reste JSON qui a 20 ans quand même. Donc, juste pour faire un petit focus sur HTTP2, ça a été créé, c'est issu du protocole Speedy qui lui-même a été créé par Google aussi. Ça garde exactement les mêmes concepts que HTTP1, à savoir les headers, les méthodes, les URI, les statuts code. Et en fait, ce qui va changer, c'est surtout le transport des données. Donc en fait, le transport des données, ce qu'on appelle framing, se fait en binaire, donc c'est plus du texte, parce que HTTP c'était du texte, c'est vraiment du binaire. Et en fait, ça je vais le détailler un peu plus, c'est que sur une même connexion TCP, on va faire du multiplexing. C'est-à-dire sur une connexion TCP, on va pouvoir envoyer plusieurs requêtes. Et ça, c'est vraiment, je pense, la grosse nouveauté, ce qui va augmenter les perfs sur HTTP2. Ça permet également de faire du serveur push, c'est-à-dire à tout moment, quand il y a une connexion ouverte, le serveur peut décider d'envoyer des choses au client. Donc ça, c'est assez pratique. Et ce qui est pas mal aussi, c'est la compression des headers, qui n'était pas fait dans HTTP1. Donc pour vous expliquer juste le multiplexing, donc en haut, on a HTTP1, on va sur un site, n'importe lequel, on veut charger le index.html, le CSS, le index.js. Que fait le navigateur? Il va ouvrir 3 connexions TCP, il va faire la requête, attendre la réponse. Voilà. Bon, maintenant, les navigateurs sont modernes, donc ils parallélisent ça, donc c'est pas trop mal. Et en fait, avec HTTP2, on n'ouvre qu'une seule connexion, donc on s'économise 3 ouvertures, fermetures de connexion. Et on envoie nos 3 requêtes, et c'est parti, et on reçoit les réponses. Donc ça c'est le multiplexing et alors j'ai parlé de pipelining aussi, c'est juste que en fait on n'est pas obligé d'attendre la fin de la première requête, de la réponse de la première requête pour continuer. Il n'y a pas d'ordre, les requêtes ne sont pas obligées d'être dans l'ordre chronologique, ça c'est bien géré par le protocole. Alors il y a une petite démo qui existe, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc ça, c'est une image qui se... Ah mais le réseau est là encore ici. C'est parfait. C'est juste une image qui est composée de je ne sais pas combien de tuiles. Et voilà. C'est à titre indicatif, hein, c'est pas un benchmark officiel, mais c'était juste pour vous montrer un exemple. Donc ça c'était pour le transport. Pour le format des données, ça utilise Protocol Buffer. Protocol Buffer, c'est un format de sérialisation des données, aussi créé par Google, un peu plus vieux en 2001. C'est justement pour avoir un format de données beaucoup plus performant qu'à l'époque, c'était surtout XML qui a été utilisé. C'est pour faire un propre format de données. Ça utilise une interface description language et de la génération de code. J'y reviendrai aussi après. Et en fait, ça va sérialiser les données vraiment au format binaire, de manière vraiment optimisée, pour avoir des messages super compacts et avoir une sérialisation et des sérialisations assez performantes. Ça gère de nombreux types de bases. On peut mettre des doubles, des int, des floats, des strings, des tableaux de bytes. On peut composer des messages, donc ça je vous montrerai après. Et bien sûr, c'est libre et open source. Donc ça, c'est l'exemple de comment est représenté un message protobuf. Donc en fait, on va le décrire comme ça dans le protofile. Là, je crée un nouveau message, personne par exemple, qui est composé de 2 champs, prénom, nom. Donc les champs sont numérotés. Bon, je ne vais pas trop détailler, ils sont numérotés donc, surtout pour le parseur. Mais c'est assez pratique pour gérer la compatibilité. Et en fait, voilà, une trompe protobuf, ça se représente comme ça, c'est qu'en fait, en binaire, on va avoir le type et le numéro du champ, sa taille, la valeur du champ en binaire, et ainsi de suite, pour couvrir tous les champs.
On fait un comparo, donc ça c'est des vraies données en hexa. Un comparatif par exemple avec le JSON où on récupère le nom des champs, les guillemets, etc. Voilà. Donc on voit que le format est un peu plus compact. Le désavantage ou avantage que ça peut avoir, c'est que comme ça, quand on le voit, c'est pas human readable par rapport à JSON où de suite on voit ce que contient le message. Alors je peux vous montrer une petite démo de sérialisation, désérialisation en protobuf. Donc je me suis amusé à créer, vous y voyez là ou donc ça c'est voilà, j'ai décrit juste deux messages en protobuf, une personne avec un nom, un email, un âge, et un groupe. Donc le repeat en fait c'est pour dire qu'on a une liste, on peut avoir de 0 à n personnes, tout simplement. Et j'ai fait un petit main en fait, bon, je ne vais pas vous passer la génération, mais j'ai généré 10 millions de personnes, de cet objet personne. Enfin, j'ai généré un groupe et 10 millions de personnes dedans. Et je me suis amusé à l'écrire dans un fichier chacun, donc un fichier JSON et un fichier protobuf. Et j'ai calculé et j'ai regardé le temps qu'il fallait pour lire ce fichier, en JSON et en protobuf. Je vais vite fait regarder la démo. En attendant, je vais vous montrer la différence de taille entre les deux fichiers. Donc on est à 706 mégas pour le JSON et pour le protobuf on est à 445 mégas. Donc déjà on a économisé quand même pas mal de place. Et donc si on économise ça à chaque requête quand même de nos web services, c'est déjà pas mal. Plus le multiplexing HTTP, donc quand même on commence à gagner en performance. Donc le JSON infini, il m'a fallu 28 secondes. Et 9 secondes pour le protobuf. Bon, c'est pareil, hein, c'est à titre indicatif, c'est pas un vrai benchmark. Mais voilà, à titre indicatif quand même, on voit qu'on est quand même un peu plus performant. Donc tout ça c'est bien. Il y a un petit hic, entre guillemets, c'est pour faire du web. Alors en fait, le problème avec le web et avec ce qui est fourni dans le navigateur, il n'y a pas les couches de bas niveau HTTP exposées côté navigateur qui permettent de faire directement un client gRPC dans le navigateur. Donc en fait, Google, ils ont inventé un protocole spécifique donc, qui est basé sur HTTP 1 ou 2 et ou sur des WebSockets qui permet de faire passer quand même des requêtes optimisées à un proxy. Donc il faut utiliser un proxy ou une gateway. Donc il y en a un officiel, c'est supporté par Envoy. Envoy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un reverse proxy assez performant fait en C++. C'est inventé par la société Lyft, qui est notamment utilisé dans Istio, ceux qui connaissent. Donc il y a deux modes, gRPC Text et gRPC Web. Avec l'un, on ne peut pas faire de streaming, serveur, et l'autre, on peut faire que du streaming serveur. On ne peut pas faire de streaming client ni bidirectionnel, que du streaming serveur. Pour info, c'est pas très compliqué à. Le proxy, la gateway, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai développé mon propre proxy pour voir comment ça marchait. En Node.js, ça m'a pris, je pourrais vous montrer le code après, ça prend même pas 100 lignes. Donc, grosso modo, si on veut faire du gRPC depuis le navigateur, ça se représente un peu comme ça. Donc, on va avoir notre appli dans le navigateur qui va dialoguer en HTTP 1 ou 2 avec la gateway qui va lui retransmettre en HTTP 2 à notre serveur gRPC. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est une démo complète, full stack, avec un serveur, des clients, pour illustrer tout ça. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer, mais tout ce que j'ai fait là, c'est disponible sur mon GitHub. Il y aura le lien après. Donc on va commencer par le serveur, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est pas ça.
Alors, je vais commencer juste par la définition des services. Donc ça, c'est le protofile que j'ai créé pour la démo. Donc on peut rajouter un tas d'options pour... donc ça, c'est plutôt pour le compilateur quand on va générer le code pour customiser le nom de paquet de Java, le nom de la classe, etc. C'est pas très important. Ce qui va être important, c'est donc j'ai défini un certain nombre de messages et un certain nombre de services. Donc ça, c'est mes services gRPC qui seront exposés par mon serveur. Donc en fait, j'ai fait un petit service de news où on récupère une liste de news. Donc ça, c'est la première méthode. On récupère une liste de news. Donc news response, c'est juste une liste de news et news est composée d'un ID, d'un titre, d'une image, d'une description, d'un topic. Et un topic, c'est une enum. Donc texte, sport, économie, truc un peu basique on va dire. Donc je peux récupérer une liste de news, je peux poster une news, bien entendu, et je peux souscrire, donc je peux m'abonner à un sujet. Donc la particularité de s'abonner à un sujet, c'est que ça retourne un stream. Donc en fait, ça va retourner un stream, et à n'importe quel moment où je vais rajouter une news, mais tous les clients qui auront appelé cette méthode vont être informés qu'il y a une nouvelle news qui est arrivée. Donc ça, du coup, c'est du streaming serveur, du serveur vers le client. Donc une fois qu'on a décrit tout ça, il faut générer le code. Donc là, je suis sur un projet en Kotlin, donc j'ai utilisé Gradle pour builder mon projet. Donc en fait, il suffit de mettre les bonnes dépendances qu'il faut, donc protobuf, gRPC, etc. Et voilà, il y a un petit plugin à appeler, qui est tout en bas, voilà, qui est protobuf, et donc là, ça va appeler le fameux compilateur protoc, qui va lui-même, donc ça c'est protoc, c'est aussi un programme que vous pouvez télécharger et lancer en ligne de commande pour générer votre code. Bon, là, il y a un plugin Gradle qui le fait pour nous. Donc on va générer le code et grâce à ce code, on va avoir on va dire une base de services prête à l'emploi qui va me permettre de développer directement mon service sans m'occuper du transport HTTP2 et sans m'occuper de la sérialisation protobuf. Donc on peut rapidement aller voir le code généré ici. Donc il y a une partie... donc ça, on retrouve tous mes objets, news, news request, response, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, protobuf. Et sur la partie gRPC, je retrouve ma classe news service gRPC. Je peux aller voir dedans, bon, c'est un truc généré pour moi. Je n'ai pas trop à m'en soucier, mais vous pouvez quand même aller voir le code si ça vous semble. Et donc une fois que j'ai configuré tout ça, etc., j'ai dit, allez hop, c'est parti, on va développer le service. Tu peux zoomer un peu ou... Ouais, hop. Alors, juste pour info, moi je n'ai pas utilisé les classes de base gRPC. Alors, ça utilise un peu les principes de la programmation réactive, savoir les reactive streams, sauf que c'est une implémentation un peu custom de Google, puisqu'ils ont fait ça avant. Alors, les reactive streams, c'est quoi? C'est Java 8, je crois. Ils ont fait ça avant, donc ils ont une implémentation un peu custom. Du coup, moi j'ai rajouté un petit plugin qui permet d'exposer ça sous forme de service RxJava. Je suis plus à l'aise avec RxJava. Bon, je ne vais pas revenir sur la programmation réactive et expliquer exactement comment ça fonctionne, ça mérite tout un talk. Mais juste, voilà, donc, ceux qui connaissent, ils reconnaîtront. Donc par exemple, donc là, voilà, j'ai juste à étendre de ma classe qui a été générée et à surcharger mes 4 méthodes, mes 3 méthodes. Donc j'ai mon getNews, donc je récupère ma requête, je la dépiote et je vais chercher depuis mon news store les news du topic qui m'intéresse. Je prends ma réponse qui a été générée. Alors Google, ils ont tout implémenté sous forme de pattern builder. C'est assez fluide. Et du coup, dedans, je vais pouvoir créer une nouvelle réponse, ajouter toutes mes news et ça renvoie ça directement à la requête. Donc là, j'ai implémenté ma première méthode. C'est du HTTP2 du protobuf. Pour l'instant, j'en ai pas eu pour très longtemps.
Pareil pour subscribe, sauf que du coup on utilise un flux dans RxJava, donc c'est ce qui va représenter le stream. Et en fait, pour ceux qui connaissent RxJava, en fait, on va définir un espèce de sujet sur lequel les clients vont pouvoir s'abonner et sur lequel je vais pouvoir pusher des events. Et grosso modo, quand un client appelle la méthode subscribe, eh bien, on va l'abonner à ce sujet et pouvoir lui balancer les news qui sont arrivées sur le topic au moment voulu. C'est ce qu'on retrouve dans Post News. Donc quand on veut ajouter une news, donc je sauve la news dans mon store et dans mon subject, j'ajoute un nouvel événement avec justement la news. Le store, c'est vraiment un truc que j'ai fait custom. C'est fait en quelques lignes, c'est juste un store qui stocke des news dans une hashmap et qui initialise des news par défaut. Voilà. Donc c'est rien de transcendant. Voilà. Donc on peut le démarrer. Alors pour être full moderne, je me suis amusé à compiler ça sur GraalVM, parce que sinon c'est pas drôle. Je peux vous montrer le binaire qui est là, hop, qui est généré. Au final, le serveur il tient, je crois que c'était 14 mégas. Sur un serveur de 14 mégas, en 40 lignes de code, vous avez un serveur gRPC. Donc j'ai démarré mon serveur. On va l'interroger. Alors, je ne sais pas si je vous montrerai le code. Après, c'est modulable hein, selon ce que vous voulez voir ou pas. J'ai fait une petite CLI en Python, en Go. Alors, j'avais jamais fait de Go avant. Et en fait, j'ai passé plus de temps à peaufiner la CLI qu'à développer mon client. Donc, pour vous dire qu'une fois que vous avez décrit votre service gRPC, après, en Rust, ça aurait été plus vite. Ouais, peut-être. Quoique, avec les notions de Rust. Non, c'est une fille. Donc, on peut faire juste list. Voilà. Bon, mais j'ai récupéré ma liste de news. On peut changer de topic. Si on veut aller voir le sport, par exemple. Voilà. Je reçois mes trucs de sport. Donc, on pourra revenir sur le code après, si vous voulez. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la partie web, en fait, qui est du coup un peu plus touchy à cause de ce proxy, de cette gateway qu'on a besoin. Donc la partie web, c'est pareil, alors je ne suis pas un grand développeur front, hein, donc excusez-moi pour ce que vous allez voir. Donc j'ai utilisé le framework Nuxt, qui est un framework basé sur Vue.js, qui permet du coup de faire des web apps assez facilement. J'ai utilisé du coup l'option serveur side rendering, ce qui me permet en fait dans mon serveur d'appliquer un petit middleware. Donc c'est le fameux middleware qui va me faire la traduction entre le protocole gRPC web et mon serveur gRPC. Si vous voulez voir le code, il est là. C'est moi qui l'ai développé. Voilà, ça fait 80 lignes. Donc, en regardant un peu comment ils ont décrit le protocole, c'est assez facile à mettre en place. Et donc j'ai fait, alors je ne connais pas trop les termes du JS, mais j'ai fait ce qu'on appelle un store qui permet d'aller changer le state de son application. Bon, d'abord, pardon, j'ai oublié de préciser, j'ai généré mes deux fichiers, vous pouvez aller les voir, hein, mes deux fichiers en JS qui sont générés par Proton toujours. Donc là je les ai générés en ligne de commande parce que je n'ai pas cherché voir si sur NPM il y avait un plugin. Donc je suis un peu fâché avec NPM. Pas persévérer, on va dire. Bref, voilà, je mets deux fichiers, je les importe dans mon store, et après j'ai juste à appeler mon service et gérer mes appels de service et mes réponses. Donc, je vous fais grâce de la page web, du code de la page web. Je vais vous montrer. Ça démarre moins vite que le serveur. Ok.
Donc voilà, une interface un peu plus simple. On peut aller choisir son topic et on a nos services. Donc c'est assez réactif. Bon, après, je suis en local. Donc, ce qu'on peut s'amuser à faire pour montrer le streaming, c'est que je vais reprendre mon client ici. Voilà, c'est qu'on peut s'amuser à ajouter une news. Par exemple, là je suis sur sport, je vais faire add. Bon, le add ça envoie une news avec un texte hardcodé. Je clique ici, hop, et de suite je suis notifié et j'ai ma news qui arrive de Go ici. Après je peux l'appeler X fois et j'ai toutes mes news qui arrivent. Si je fais une news sur un autre sujet, sur tech par exemple, il ne se passe rien, normal, parce que là je ne suis pas abonné au bon sujet. Si je change et que je vais sur Tech, donc je devrais retrouver ma news Go, et si j'en ajoute une autre, mais là je suis notifié. Donc le streaming server marche plutôt pas mal. Et donc tout ça, j'ai pas utilisé de WebSocket, j'ai juste écrit une interface, généré un peu de code, et je me suis concentré sur mon code métier. Est-ce que vous voulez que je vous montre le client Android? Ouais. Alors, c'est ça. Alors pareil. Donc de la même façon du serveur, j'ai réutilisé le. Hop, ouais, il y a un petit problème de zoom là. Voilà. Donc j'ai réutilisé le plugin Gradle pour générer mon code. Donc, si vous voulez, on peut aller voir un peu le code. C'est assez simple. Hein. C'est pareil, donc j'ai une activité, un view model, un adapteur juste pour gérer la liste et un data service derrière où je vais récupérer mes classes gRPC, je vais construire mon service avec mon URL et mon port et derrière voilà mon code, il permet juste d'aller récupérer une news, donc ça tient sur 3 lignes. Et là du coup, hop, je peux pareil changer. Hop, si je reprends ici. Si j'ajoute une news dans sport, hop, je reçois ma news en live. Sachant que sur Android, j'ai fait un client iOS aussi, mais je ne vais pas vous montrer le code, c'est disponible sur GitHub. Sachant que sur Android et sur iOS, donc ce qui est important, c'est que là, on a accès à toute l'API HTTP2, donc on peut faire du streaming bidirectionnel, du streaming client, du streaming serveur. Donc voilà, donc, ça marche quand même plutôt pas mal, et en fait, toute la partie un peu basse, à savoir la communication HTTP2 et la sérialisation protobuf, en fait, j'ai pas trop eu à m'en soucier. Alors, comme je ne travaille pas encore chez Google et je ne défends pas forcément Google aujourd'hui, j'ai regardé, il y avait quand même quelques alternatives qui existent. Donc il y a Thrift de la fondation Apache, qui est un projet vraiment similaire, qui est à l'origine créé par Facebook. Il y a Captain Proto aussi, qui est pareil, qui fait du RPC un peu moderne. Et il y a un protocole qui se met en place aussi qui s'appelle AirSocket, qui permet de faire aussi du streaming bidirectionnel. C'est peut-être pas basé sur HTTP2, mais voilà. Je voulais juste vous parler de quelques alternatives. Je ne sais pas si vous voulez voir plus de code ou pas. Après, tout est dispo sur GitHub. Voilà. C'est les liens de mon GitHub. Donc la full stack démo avec tous les clients et le serveur. Et le petit middleware fait en Node.js qui est disponible sur LPM. Si vous avez des questions, des remarques, si ça vous a plu, pas plu, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Twitter. Voilà. C'est bon pour moi. Si vous avez... Ah, j'avais dit la question. Je vais poser une question pour faire gagner le t-shirt. Donc, qui pourrait me dire à quoi correspondent les acronymes de SOP? Pas savon. C'est pas savon. Simple Object Access Protocol.
Ah, c'est pour ça que j'ai mis dans le désordre. Donc t'as gagné. Non, je laisse. C'était ça. Déjà, il faut se méfier de tous les Ouais, noms tiens, je te donne le t-shirt. qui contiennent Simple. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Populaire. Tout à l'heure, tu nous as montré des fichiers où tu avais sérialisé en JSON et en binaire. Et on voyait qu'il y avait un rapport de 1 à 2. Si tu compresses tes fichiers, est-ce que tu as toujours ce même rapport? Non, si on compresse effectivement, alors attends, je vais essayer de retrouver la bonne instance. C'était ici. Par contre, tu as fait du bouton de mémoire. Oui. Je pas longtemps, Faire, hein. Non, si on compresse, on retombe sur des choses similaires. Donc là on est à 59 mégas pour le protobuf et on est à 75 mégas sur le JSON. Donc on est quand même, il y a quand même une différence. C'est surtout dû au fait que le JSON, tu trimbales le nom des champs, les guillemets, les machins, etc. Ouais. Ouais, une question sur le zéro copie. Il me semble que Captain Proto est zéro copie. Ouais, je crois. Et je crois que Protobuf ne l'est pas. Non, je crois, ouais, tu as sûrement raison. Je ne suis pas allé aussi loin dans mon étude des différents trucs. Mais c'est possible que, enfin, sur le papier, Captain Proto, là, ils sont plus performants. Ils sont un peu meilleurs en sérialisation des sérialisations. Après, il y a un autre truc de chez Google qui s'appelle FlatBuffer, Okay. aussi, qui est plutôt spécialisé qui est encore plus performant que Protobuf, qui est vraiment un format de sérialisation des sérialisations pour du temps réel, du jeu vidéo, etc. Et J'ai juste vu ça, qui serait zéro copie du coup franchement, je sais pas, c'est juste des pistes que j'ai vues, j'ai pas étudié en détail le. Voilà. Ça serait un exercice à faire de comparer les différents frameworks un peu New Age pour faire des API web. Zéro copie, ça parle Non. Zéro copie, enfin là l'idée c'est que qu'on fasse du JSON ou ça ou autre chose du XML, on a le flux réseau qui arrive, dedans il y a des chaînes de caractères par exemple. Pour retourner un objet high level en Java ou quoi que ce soit, la couche de désérialisation, elle va aller prendre dans le buffer d'entrée, trouver les chaînes de caractères et les recopier dans un objet Java par exemple. Donc il y a de la recopie. La recopie ça prend du temps et ça bouffe de la mémoire. Là, les gens qui s'intéressent à ces genres de protocoles, pour des microservices par exemple, pour des boîtes qui ont un énorme volume et qui ont des grosses contraintes de performance, essayent de pouvoir sérialiser et désérialiser sans recopier la donnée. Donc en pointant directement sur la zone mémoire. Ne pas faire de copie. On appelle ça les protocoles zéro copie. C'est vraiment un cran au-dessus en termes de performance. On gagne en latence et on gagne en mémoire. Et donc Captain Proto, je les ai jamais pratiqués. Ouais, j'avais vu qu'effectivement il y en a, c'est vraiment le cran supérieur. Si on veut vraiment grappiller les microsecondes, il faut être très très exigeant pour avoir besoin de ce genre de protocole dit zéro copie. Moi j'ai une question sur la couche tout ce qui est mobile, Android. Ouais. Faire du HTTP2 dans ce contexte, ça veut dire qu'on va garder une connexion ouverte, et est-ce que c'est vraiment une bonne idée quand on fait du mobile en termes de batterie, éventuellement de réseau encore moins fiable que sur du local? Alors c'est une très bonne question. J'avoue que j'ai jamais mis ça dans une app en prod, donc je pourrais pas te dire, mais ce serait un benchmark à faire, ouais, peut-être. J'avais l'idée de faire un benchmark, mais j'ai pas le temps forcément de le faire, mais effectivement de comparer. Alors peut-être que derrière il le gère mieux et il laisse pas forcément une connexion tout le temps ouverte, je sais pas comment il gère ça. Mais en tout cas déjà quand l'application est réveillée et qu'on va faire juste des connexions, déjà rien qu'en sérialisation, désérialisation, déjà on gagne quand même pas mal peut-être en CPU, en mémoire, et du coup un peu en batterie. Alors après, l'ajustement, franchement je n'ai pas de retour par rapport à ça. Ça coûte pas forcément plus cher qu'une WebSocket qui reste active au final. Peut-être pas, franchement peut-être, je sais pas. Mais là du coup en fait le truc c'est qu'on n'a pas à avoir un client HTTP et un client WebSocket, j'ai
décrit mon interface et je me suis concentré un peu sur mon code métier, point barre. Toute la couche réseau, etc., ben, je m'en occupe pas. Ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a cette interface, on peut générer le code, le générer sous forme de librairie versionnée, et hop, mon client, je récupère juste la lib et je développe mon client. Si j'ai une appli en Python, en JavaScript, etc., je change juste mon interface et derrière, tout le monde parle le même langage. Donc moi, c'est vraiment l'avantage que j'y ai trouvé. Et ça répond à certaines problématiques que j'ai rencontrées dans ma carrière, surtout sur le développement mobile où tu as 3 implémentations différentes de ton client REST parce que en Swift, le parsing JSON n'est pas pareil qu'en Kotlin, qu'en Web. Voilà. Et à date, tu connais des implémentations en prod qui proposent par exemple des clients gRPC à travers des libs? Par exemple Stripe, tu vois, genre Stripe proposerait par exemple une version. Alors je crois que les services de Google, ils fournissent les proto-files sur certains services de Google et tu peux les appeler directement en gRPC. Après sur Stripe, je sais pas. Peut-être. Non, mais c'est Mais je sais que Google le fait sur certains services, ouais. Okay. Il te file les proto-files et il te file pas les différents clients déjà précompilés? Ouais, peut-être que derrière leurs clients utilisent, enfin les clients précompilés, les clients de leur truc utilisent. Je sais qu'ils l'utilisent pour, enfin déjà ils l'utilisent en interne, mais pour certaines applis ils utilisent gRPC. Ouais. Oui, Protobuf supporte des fonctionnalités de rétrocompatibilité. Je me demandais sur une application métier riche, complexe, avec plein de cas particuliers, jusqu'où ça va? Est-ce que dans la réalité, en fait, ça marche très bien? Alors moi, j'ai jamais fait une grosse application métier en prod, etc. J'ai fait ça à titre expérimental. Et de ce que j'ai compris, c'est avec la numérotation des champs, il faut faire un peu comme en base de données, quoi. Pas s'amuser à supprimer un champ, à renuméroter un champ. C'est comme quand tu supprimes une colonne en base de données. Voilà, faut faire un peu gaffe à ça. Et en fait, c'est si tu as un client qui a les 2 premiers champs, toi tu renvoies une réponse avec un champ 3, 4, 5, le client il va quand même continuer à fonctionner. Voilà. C'est ce principe-là. Et inversement, si toi tu attends que les 2 premiers champs t'envoient les 4, ton serveur il va continuer à fonctionner. Donc si tu fais un peu attention, normalement. Il y a des règles qui sont spécifiques comme pour Avro, où tu as les registres de Kafka qui autorisent certaines modifications, alors que c'est du binaire aussi. Tu fais des serialiseurs et des serialiseurs. Alors là, j'en sais rien. Je connais pas trop Avro, je connais 2 noms, mais je n'ai jamais utilisé. Et qu'est-ce que t'appelles des règles en fait? Après, sur du Kafka, tu peux faire des évolutions de schéma. Ah, en gros, tu as des règles à respecter pour la compatibilité ascendante. Alors il y a peut-être des bonnes pratiques qui sont dans la doc Protobuf, mais je n'ai pas investigué jusque-là. C'est bon? C'est bon pour moi.